Ah bonsoir. Bonsoir derrière votre écran. Comment allez-vous? Non, en fait, il n'y a rien dans cette tasse. Les acteurs. Aujourd'hui, à l'occasion du Boulogne Horror Show 2020, je vais vous parler des Universal Monsters. Avant d'aller plus loin, qui sont les Universal Monsters? Ces monstres sont ceux qui ont fait les beaux jours de Universal. On peut citer le fantôme de l'opéra, le loup-garou, Dracula ou encore le monstre de Frankenstein. Mais ces personnages n'ont pas été créés par la société de production en question. Avant tout, ce sont des personnages de la littérature, et Universal ne marque pas leur début sur la pellicule. On peut penser au premier film sur le monstre de Frankenstein en 1910, produit par le studio de Thomas Edison, ou encore Nosferatu en 1922, reprenant le mythe de Dracula. Et donc, nous allons faire un retour sur l'évolution de ces monstres chez Universal, mais pas seulement. Les Universal Monsters ont perduré jusqu'aux années 60, mais ils ont connu leur âge d'or dans les années 20 et 30. Tout commence en 1923 avec le film Notre-Dame de Paris. Suite à ce succès, Universal continue sur sa lancée en produisant des films de monstres. Des créatures tellement emblématiques qu'on les appellera les Universal Monsters. Oui, ce nom est super original. Durant cette période, des prouesses de maquillage voient le jour, si bien que encore aujourd'hui des techniciens et des cinéastes s'en inspirent. Et là, il faut qu'on parle de Lon Chaney, un acteur hallucinant qui a su donner vie au monstre qu'il a incarné. En effet, cet interprète de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris n'avait personne pour le maquiller. Résultat, il s'est transformé lui-même en cherchant de nombreuses astuces qui resteront gravées dans la pellicule. Aujourd'hui encore, son maquillage sur le fantôme de l'opéra de 1925 reste une référence. C'est tellement réaliste et novateur que même encore aujourd'hui, c'est difficile de se dire que ce n'est pas réel. La puissance de travail de Chaney réside notamment dans sa capacité à rendre humains les monstres qu'il incarne. Ce ne sont pas que des monstres, le spectateur a de la compassion pour ces personnages défigurés, et ça, Universal l'a bien compris. Faire preuve d'humanité envers les monstres que Universal adapte, ça c'est clairement l'une des clés pour qu'un monstre devienne intéressant. Pour cela, quoi de mieux que de réaliser un film sur le monstre humanoïde le plus incompris de la littérature gothique, le monstre de Frankenstein. En 1931, James Whale réalisera Le monstre de Frankenstein, le film qui deviendra le plus culte au sein des Universal Monsters. La créature, incarnée par Boris Karloff, devient alors le porte-étendard de cette invasion de monstres à Hollywood. Le tout grâce à l'impulsion de Carl Laemmle Jr., qui dirige désormais le studio. Sans oublier, la même année, Bela Lugosi dans le rôle de Dracula, un film réalisé par Todd Browning. Todd Browning qui réalisera l'année suivante l'excellent Freaks. Oh, how beautiful you look tonight. Boris Karloff est le monstre de Frankenstein qui aura su marquer l'inconscient collectif. Encore aujourd'hui, lorsqu'il faut représenter ce monstre, eh bien on s'inspire clairement de ce film de 1931. Si bien que des personnages comme le majordome de la famille Addams s'en sont beaucoup inspirés. Mais pour Frankenstein, Dracula et les films à venir, il n'est plus question de demander aux acteurs de faire leur propre maquillage. Et donc là, il y a un technicien qui va entrer en jeu et qui s'appelle Jack Pierce. Maquilleur de talent, il ne semble pas être très apprécié des acteurs sur lesquels il a travaillé, mais il aura tout de même contribué à donner des créatures emblématiques du cinéma. Et il sera finalement renvoyé du studio en 1947. De son côté, Carl Laemmle Jr. va mettre en place les films avec les monstres qu'il va exploiter. Il y a Frankenstein, Dracula, la momie, l'homme invisible, le loup-garou, le remake du fantôme de l'opéra en 1943, et plus tardivement, l'étrange créature du lac noir. Ces personnages auront leur suite, et le studio va même jusqu'à exploiter le filon au point de faire affronter les monstres entre eux dans certains films. On peut penser à Frankenstein rencontre le loup-garou, la maison de Frankenstein, ou encore la maison de Dracula. Ah bah oui, hein, question crossover au cinéma, là on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'attendre Marvel Studios, hein, et je parle même pas de Godzilla au Japon. La seule différence, c'est que nous n'avions pas besoin des opus précédents pour apprécier l'entièreté du film. Bref, après plus de 30 ans d'exploitation, Universal laisse tout ça de côté, et c'est un studio, cette fois-ci anglais, qui va s'accaparer le marché du film de monstres. La Hammer. Clairement, il est nécessaire de faire un petit détour sur cette société de production parce qu'elle a inspiré un nombre incalculable de cinéastes. De Roman Polanski avec Le bal des vampires en passant par Christophe Gans, l'empreinte du studio est palpable à travers l'histoire du cinéma. Cette société existe depuis le milieu des années 30,
mais elle a vraiment connu son apogée, son âge d'or, à partir des années 50 jusqu'aux années 70. Le succès de la Hammer commence en 1957 avec Frankenstein s'est échappé, une adaptation du roman Frankenstein de Mary Shelley, devenue libre de droit. Concernant les acteurs, Victor Frankenstein est incarné par Peter Cushing. Charming. Oui, c'est bien ce Peter Cushing, mais à l'époque c'était surtout une star de la BBC. Le mec n'a pas attendu Star Wars. Et pour le monstre, c'est Christopher Lee qui a la lourde tâche de succéder à la version de 1931. Here we go, here we go. Bon, c'est fini les inserts sans aucun rapport, s'il vous plaît. Aidez-moi! Avec la Hammer, le monstre de Frankenstein est complètement réinventé. L'horreur et le dégoût s'installent, la stupeur des spectateurs est au rendez-vous. Le visage à lui seul évoque un être humain assemblé morceau par morceau, et les deux acteurs deviendront alors indissociables du studio. Ils incarnent de multiples personnages au fil des productions, mais clairement, Christopher Lee restera connu pour son rôle de Dracula. Et le studio s'impose dans ce cinéma de genre avec le Technicolor. Avant lui, la couleur n'était pas vraiment répandue dans les films de monstres. Chez Universal, on peut penser au remake du Fantôme de l'Opéra de 1943. Mais c'est surtout car nous avons une comédie musicale plutôt qu'un film de monstres. Dans les productions britanniques, le sang est rouge, c'est explosif, mais pas seulement, car c'est aussi le terrain de jeu du sexe et des corps nus. Depravity, dépravation en français. Voilà comment les censeurs anglais désignaient la Hammer durant son âge d'or. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que leur croisade réactionnaire va devenir un élément moteur de la Hammer. La censure donne de l'impulsion au film, et la Hammer cherchera souvent le X-rated, une classification destinée aux films érotiques, équivalent de notre interdiction au moins de 16 ans en France. Un argument marketing que le studio cherche à mettre en avant, puisque certains films seront renommés en fonction de ce X-rated. Ainsi, The Quatermass Experiment sera renommé The Quatermass Experiment, pour insister sur la censure du film. La Hammer, durant cette période, ne sera pas vraiment connue pour ses monstres, mais plutôt pour le mélange qu'elle fait entre l'horreur et le sexe. Elle n'est plus qu'une simple société de production de films de genre, elle devient un objet politique. Et puisque je parle de politique, le déclin de la Hammer est lié clairement à un moment clé de la société britannique, puisqu'un système conservateur va revenir sur le devant de la scène avec l'élection de Margaret Thatcher. Et comme réverbère quotidien, je m'offrirai Madame Thatcher. On fait des bisous à Renault et on passe aux années 80-90. Retour chez Universal pour présenter les monstres d'une nouvelle ère. Clairement, les années 80, c'est les années bénies pour les monstres. Tous les monstres confondus d'ailleurs. Les nouvelles techniques permettent de montrer des scènes impossibles à représenter auparavant. Et c'est à cette période que les grands noms du practical effect vont faire leur entrée. C'est donc l'avènement du practical. Le mot monstre fait référence à monstration. Il faut vraiment tout montrer chez le monstre, notamment la transformation. Des remakes font alors leur apparition afin de créer ce que les technologies des prédécesseurs ne pouvaient pas réaliser. Ainsi, en 1986, David Cronenberg nous montre dans le film La Mouche la transformation progressive de Jeff Goldblum, là où clairement dans le film The Fly en 1958, nous n'avions pas cette transformation. J'adore vous mettre cet extrait. La Féline de 1982 nous montre aussi la transformation, là où Turner suggérait tout par le hors-champ 40 ans plus tôt. Les années 80 regorgent de films de ce type, et chez Universal, tout commence avec un pionnier du genre, avec Le Loup-garou de Londres en 1981. Remake du long métrage de 1941, le film est réalisé par John Landis suite à un scénario qu'il avait écrit en 1969. Et l'année suivante, il a réalisé le clip Thriller de Michael Jackson. Comme par hasard. Pour les effets spéciaux du Loup-garou de Londres, Rick Baker est aux commandes, un grand nom du practical effect qui a travaillé pour Tim Burton et d'autres cinéastes reconnus. Anecdote intéressante, à la même époque, Rick Baker était engagé sur le film Hurlement de Joe Dante, et donc c'était un petit peu compliqué d'être sur les deux projets, surtout que Hurlement c'était aussi un film de loup-garou. Baker travaillera alors sur le Loup-garou de Londres, tandis que son assistant de l'époque, Rob Bottin, s'occupera du monstre du film de Joe Dante. C'est à ce moment-là qu'on entend pour la première fois le terme make-up FX. Le Loup-garou de Londres est d'ailleurs le premier film à remporter l'Oscar du meilleur maquillage, récompense amplement méritée puisque c'est la première fois que l'on met en image de la sorte une telle transformation. On y voit la douleur et les étapes qu'endure le personnage durant son basculement vers la monstruosité. Et dans les années 90, on peut compter sur un film du studio, La Momie, réalisé par Stephen Sommers en 1999. Son succès fera que le studio lui accordera 2 suites et une saga consacrée au roi Scorpion. Les 2 premiers sont excellents, le reste, j'ai envie de dire... Soir béni. Et cette volonté d'exploiter le succès jusqu'à la moelle va clairement marquer la décadence du studio dans sa manière d'utiliser les monstres dans le prochain millénaire.
Les années 2000, c'est le gouffre total. Ce sont des monstres devenus has-been alors qu'ils ont connu un âge d'or incroyable. Pendant que Paul Verhoeven dérange avec Hollow Man chez Columbia Pictures, Universal utilise sa momie pour un deuxième opus en 2001 et c'est encore un succès. Donc là, pas de problème, mais qui dit succès dit surenchère. Et là, c'est le spin-off du Roi Scorpion en 2002. Le film arrive à faire des bénéfices, mais clairement, la critique est violente, si bien qu'il n'a que 3 suites en DTV. Un film avec peu de succès qui a 3 suites. Cette phrase ne veut rien dire. Et de son côté, La Momie a connu un 3e opus en 2008, qui est un échec cuisant, tant sur la critique que sur les spectateurs, et Rachel Weisz avait dû le sentir parce qu'elle n'est pas dans ce 3e opus. Adieu béni. Et Le Roi Scorpion n'est pas le seul à connaître des suites en DTV. Van Helsing sort en 2004, réalisé là encore par Stephen Sommers, et même si Hugh Jackman donne l'impression que Wolverine débarque au pays des monstres, le film sera une catastrophe qui vaudra à la suite une sortie DVD. Et si vous venez d'apprendre que Van Helsing a une suite, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu, parce que ça, tout le monde ne le sait pas. En 2010, c'est le loup-garou qui revient avec The Wolfman de Joe Johnston, réalisateur du mal aimé Jurassic Park 3. Et alors là, j'en ai rien à foutre, Jurassic Park 3, c'est meilleur que tout ce qu'a fait Jurassic World. Voilà, Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World de la colo du Crétacé. Oui, ils ont fait ça. The Wolfman, c'est un casting de ouf. On a Benicio del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, et pourtant, le film n'a pas marché, il n'a pas fait parler de lui, il est passé un peu à la trappe, inaperçu, comme ça, quoi. Universal ne sait plus vraiment quoi faire de ces monstres, et à la place, ils vont plutôt produire des Fast and Furious. Là, je pense qu'on est au 62e opus, et que par la suite, ils vont faire des courses sur les anneaux de Saturne. On m'appelle l'OVNI. Faut quand même expliquer un truc aux producteurs. Hein. Quand on fait des blagues sur Twitter, quand on fait des théories bidons humoristiques sur Star Wars 9 par exemple, c'est pas pour que vous les mettiez dans le film. Bah Fast and Furious c'est pareil. Ouais, je m'égare un peu du sujet, on est d'accord. Bref, le studio a finalement une idée. Voilà, il a une idée. J'ai pas dit que c'était une bonne idée, mais en tout cas il en a une. Créer un univers partagé entre les monstres, comme durant l'âge d'or. Même si dans ce cas précis, on est plus dans l'intention de copier la réussite financière de Marvel Studios. Oui, parce qu'on n'a plus des monstruosités, on a des super-héros. Dracula Untold débarque en 2014, et même si Universal ne fait que le distribuer, le film était censé ouvrir les hostilités de son univers partagé. Mais le film se pète ses petites dents de vampire super-héroïque twilightisées, et donc la production a dit « Non, on va pas commencer le Dark Universe avec ce film ». Et c'est La Momie, réalisé en 2017, qui devient donc le film qui ouvre les portes de ce Dark Universe. L'équipe créative, et là je peux vous dire que les guillemets sont très importants, cette fine équipe veut donc nous offrir un univers riche en personnages, et donc une question se pose pour le Dark Universe. Comment peut-on être cohérent quand le premier film en lui-même n'est déjà pas cohérent dans sa propre narration? Parce que La Momie est un échec, la critique et les spectateurs l'ont mitraillé tant le film n'a de monstrueux que sa narration des plus simples, pour ne pas dire simplette d'ailleurs. Et si c'était possible, il y en a certains qui iraient chercher des cailloux pour lapider ce film. Et moi le premier. En plus dans le Boulonnais, il faut savoir qu'il y a plein de plages avec des galets, donc ça va être facile. Le prochain projet, ce sera La fiancée de Frankenstein, réalisé par Bill Condon. It's a final countdown. Décidément, après La Belle et la Bête, ce réalisateur est quand même abonné au remake. Et faut savoir que ce mec a aussi bossé sur Twilight, donc moi je mise sur un film pour adolescents. Voilà, La fiancée de Frankenstein sera un film pour adolescents. Enfin, peut-être pas. Du côté des créatifs, eh bien, Alex Kurtzman et Chris Morgan ont quitté le projet du Dark Universe, donc clairement, je pense que ce Dark Universe est déjà mort. Il est mort-né le truc. Et oui, je souris, parce que si c'est pour nous faire La Momie et Dracula Untold avec Frankenstein, avec le loup-garou et tous les autres, bah non, allez vous faire foutre. Voilà, ça c'est la joie sur mon visage. Vous avez gagné le respect et la gratitude de mon peuple et de moi-même. Nous avons vu comment a évolué les Universal Monsters depuis leur âge d'or. Et on peut remarquer peut-être un paradoxe. Ces monstres affiliés à Universal semblent bien mieux se porter sans le studio qui les a mis sous les projecteurs. Après l'âge d'or de ces créatures chez Universal jusqu'aux années 50, eh bien il y a 2 films qu'on va retenir. Et c'est Le Loup-garou de Londres en 1981
et La Momie en 1999. Mais sinon, chez Universal, c'est tout. Et après ce démarrage des plus lamentables pour le Dark Universe, je ne vois pas comment vous donner de l'espoir pour la suite. J'aurais pu aussi vous parler des films qui traitent différemment ces monstres, notamment Monster Brawl, où les monstres s'affrontent sur un ring de catch, c'est complètement délirant. Il y a aussi le teen movie Un amour de Frankenstein, et pour information, ce DVD est un VHS RIP. Mais c'est un truc officiel. Peut-être qu'un jour je vous parlerai de ces films qui ont détourné les monstres pour en faire des comédies, des films blaxploitation, ou encore des teen movies comme Teen Wolf avec Michael J. Fox. Et pour faire découvrir les Universal Monsters aux plus petits, je ne peux que vous conseiller les séries Scooby-Doo parce que clairement ils vont puiser leurs monstres là-dedans. Et maintenant, allons dormir, hein? C'est tout pour cette vidéo spécialement réalisée pour le Boulogne Horror Show. J'espère que l'ensemble de la soirée vous plaît, on y a mis tout notre cœur comme chaque année. C'était une année différente, mais on a essayé de vous proposer quelque chose quand même. Donc vraiment, faites péter la barre des pouces bleus et partagez un max sur les réseaux sociaux. Et n'hésite pas à t'exprimer en commentaire et dans le chat. Aussi, en description de cette vidéo sur ma chaîne, il y aura quelques sources qui m'ont aidé à l'écriture. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et je vous dis encore un excellent Boulogne Horror Show. Salut!